qui en fait est ubuesque à l'heure de l'informatique moderne. Quand on a internet, on peut faire un appel visio à l'autre bout du monde en instantané, mais par contre un virement c'est 5 jours ouvrés. Enfin, qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc qui cloche. Salut tout le monde et bienvenue dans Conversations Powered by KPMG. Dans ce deuxième épisode, on continue avec Claire et Alexandre et on essaie de discuter et de comprendre comment est-ce que les entreprises, les startups, les institutions financières abordent ces questions Web3 et blockchain et comment est-ce que elles intègrent les cyclicités de Bitcoin et des crypto-monnaies dans leur business model. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Claire, Alexandre, bonjour. Deuxième épisode. Bonjour. Web3, blockchain, tokenisation, crypto. Dans ce deuxième épisode, j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre expérience en tant qu'entrepreneur et en tant que directeur de la section blockchain. Vous avez fondé Blockchain Partner en 2015, que vous avez revendu à KPMG France en 2021. Et donc, quel est votre retour de cette expérience? Quelle était la typologie de vos clients? Alors vaste question. Surtout ça a un peu évolué quand même parce qu'en 2015. Les sujets Bitcoin n'existaient pas. Par exemple, on a parlé beaucoup de Bitcoin dans le premier épisode, mais en 2015, nous, quand on est arrivé sur ces sujets-là, on est arrivé parce que on voyait qu'il y avait un sujet plutôt blockchain qui émergeait dans l'espace public, particulièrement aux États-Unis, mais on sentait que ça commençait à arriver en Europe. Et donc, on s'est lancé d'abord sur le sujet blockchain, avant de comprendre aussi au fur et à mesure des années que ce qui était important, c'était pas tant le sujet blockchain, c'était plutôt le sujet crypto, Internet de la valeur et particulièrement Bitcoin. Et donc nos clients au début, en tout cas 2015-2016, c'était grosso modo des directions innovation qui voulaient comprendre ce que c'était la blockchain. Donc on a fait beaucoup de formations, on a fait beaucoup d'ateliers, de réflexions, on a fait ce qu'on appelle des POC, donc des sortes de prototypes pour ces clients-là, pour qu'ils expérimentent la blockchain dans des cas d'usage. Et c'est un peu là qu'on s'est rendu compte de toute la limite aussi de l'exercice, et que finalement recréer des blockchains pour de la traçabilité, par exemple, en fait, dans 99,9% des cas, on aurait pu le faire avec une base de données centralisée et finalement, la blockchain était juste une espèce de prétexte pour décrocher un budget pour aller travailler sur ce sujet de traçabilité. Donc, ça nous a fait aussi réfléchir sur les technologies sur lesquelles on bossait et ça nous a fait comprendre que finalement, ce qui était intéressant dans la blockchain, c'était pas vraiment la blockchain, c'était les cryptos, c'était particulièrement Bitcoin. Donc nos clients ont évolué, je dirais, avec nous, mais forcément moins vite que nous. Donc il y a toujours eu une frustration de notre part parce que le sujet crypto est politiquement clivant. Et donc ça a mis pas mal d'années avant que nos clients acceptent de discuter vraiment d'un sujet crypto qui d'ailleurs aujourd'hui est souvent pas appelé crypto, mais plutôt actif numérique au sein des banques. Et voilà, si vous travaillez chez KPMG, je pense que vous le voyez, on dit rarement crypto-monnaie, on dit plutôt actif numérique. Oui, chez KPMG Lux, c'est digital assets. Exactement. Voilà. En anglais. Donc, ouais. Mais on le voit, nous on le voit avec les demandes clients, on voit bien qu'on n'est pas dans l'exécution d'une prise de décision ou d'une stratégie, on est encore dans la réflexion. On nous pose des questions pour savoir comment est-ce qu'ils doivent aborder ces questions-là. Donc est-ce que votre sentiment de marché c'est encore le même ou est-ce qu'on va vraiment vers une transformation? Moi j'ai le sentiment quand même que ça a bougé. En tout cas en France, même si, alors Alexandre et moi, on n'est plus dans le conseil directement, donc on n'a peut-être plus une vision aussi fine, mais on a quand même des contacts avec des professionnels. Et donc on voit quand même qu'il y a des grandes entreprises du domaine financier qui maintenant sont dans l'exécution et sont dans des vrais projets de création d'une offre crypto. Donc si ça bouge bien sûr. Maintenant les acteurs bougent tous à des rythmes différents. Et le momentum, il vient plus du secteur financier ou est-ce qu'il vient de la mode, de l'industrie? Où est-ce que vous voyez Ça dépend sur quoi. Sur les sujets que je considère être des sujets de fond, ils doivent venir de l'industrie financière puisque c'est une technologie monétaire et financière. Donc effectivement, après, il peut y avoir des soubresauts dans d'autres industries. Un peu, j'ai fait le parallèle dans le premier épisode avec Internet en disant que c'était la même promesse, notamment sur la partie information plutôt que valeur. Les premiers à devoir s'adapter, c'est-à-dire si on est une boîte qui travaille dans l'information ou dans la communication et qu'on ne voit pas arriver Internet, en fait on est mort. Est-ce que ça veut dire pour autant que toutes les autres entreprises n'ont aucun intérêt à regarder Internet? Pas du tout. Tout le monde doit avoir besoin de son site web, tout le monde va réinventer sa relation avec le client, sa façon de faire des catalogues, de faire de pricing, de faire plein de choses. Donc il y a un peu la même réflexion sur les cryptos et sur Bitcoin en particulier, c'est que c'est une technologie monétaire et financière.
Donc, de facto, ceux qui doivent y aller, c'est l'industrie financière. Parce que c'est les premiers à être concernés, c'est ceux qui vont être concernés à la fois par un questionnement profond qu'ils doivent avoir sur la place de Bitcoin dans leur gestion d'actifs, mais qui vont aussi évidemment être concernés beaucoup plus par la jetonisation, c'est-à-dire une forme d'upgrade de leur système informatique, en passant sur des titres qui sont échangeables, négociables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit la place de marché, et qui sont échangeables en propre, qu'on peut détenir en propre, voilà, dans un portefeuille personnel ou d'entreprise. Donc eux, c'est les premiers à devoir le faire. Alors après, comme le disait Claire, il y a quand même des facteurs exogènes qui viennent rentrer en compte. En France, je pense qu'un des facteurs les plus importants, c'est le facteur culturel et le facteur, je dirais, de la situation économique du secteur financier en France, c'est-à-dire une concentration très forte. En France, les 5 plus grandes banques contrôlent 90% des actifs bancaires du pays. Sachant que ce ratio aux États-Unis pour les 5 plus grandes banques c'est 40%, donc c'est moins de 2 fois moins, et qu'en Europe c'est de mémoire 25%, donc c'est encore moins. Donc en fait on a un secteur bancaire qui est extrêmement concentré en France, et donc ça lui donne plusieurs conséquences. La première, c'est une forme d'illusion d'autarcie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace en fait, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de pure player bancaire en France, il n'y a pas une petite banque régionale qui peut venir vous faire concurrence, etc. Tout ça n'existe pas. Et donc l'innovation arrive plus tardivement, parce qu'il n'y a aucun aiguillon qui vient forcer à l'innovation. Et donc les banques françaises s'accordent plus de temps en disant on verra ce que fait l'étranger et ensuite on réagira. Et donc ça c'est vraiment culturellement la chose principale qui se passe, mais évidemment culturellement encore plus au-delà du système financier, la France est un pays particulièrement centralisé, et donc on a du mal à concevoir qu'une technologie puisse exister, par exemple si on ne sait pas qui y a derrière, ou même pour certains, si c'est pas l'État derrière, c'est louche. Et donc ça peut aussi justifier le fait qu'on mette un peu plus de temps à y aller, là où les États-Unis sont déjà loin devant d'une certaine façon, et ont des candidats à la présidentielle, voire des gens présidents élus, qui parlent de réserves stratégiques de Bitcoin, quand nous on est encore en train de se demander est-ce que c'est vraiment intéressant. Donc le momentum, pour revenir à ta question, il doit venir du secteur financier. En Europe, il prendra plus de temps parce qu'on a cette appréhension qui consiste à d'abord on régule et ensuite on verra. Donc là, voilà, on a régulé, ça y est. Maintenant, il faut y aller. Est-ce que les autres secteurs vont pas s'y intéresser? Si, mais pour moi, ils vont s'y intéresser notamment via leur direction financière, parce que de la même façon que toute entreprise gère de l'information, toute entreprise gère de la trésorerie et de la valeur, et donc va devoir se poser la question de qu'est-ce que je fais de ma trésorerie. Voilà. Mais après, les sujets de plus NFT, Metaverse & Co. Metaverse, par exemple, est un sujet qui est très très immature. Donc, à part la bulle de hype qu'il y a eu il y a 2 ans, pour moi, il va pas revenir avant un certain temps. NFT, il y a plus de choses à faire, mais ça dépend aussi de l'adoption. Ça sert à rien de faire son NFT tout seul. Donc, en fait, il y a aussi une question d'adoption de fonds qui dépend des cryptos. Donc voilà, c'est différents horizons d'adoption. Donc, priorité au secteur bancaire et financier qui va un peu driver le reste. Ma perception, c'est qu'il y a un éléphant dans la pièce qui s'appelle Bitcoin, qui devrait occuper 60% de notre temps de cerveau, voire 90% de notre temps de cerveau quand on dit crypto. Ce que je constate, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est ce qu'on voit depuis une dizaine d'années. En fait, quand on dit blockchain ou crypto, au départ, Bitcoin prenait 3% du temps, et c'était tabou, puis ça prenait 10%, puis ça prenait 15%, puis ça prenait 20%, et ça prend beaucoup trop de temps, à mon goût, pour arriver à l'importance que ça devrait avoir dans la conversation. Et aujourd'hui encore, quand on va voir une banque, ils ont on va dire que les 2/3 de la façon dont ils abordent le sujet restent des sujets de jetonisation, de stablecoin, d'optimisation, mais pas de Bitcoin qui est l'éléphant dans la pièce. Je trouve que ça a quand même pas mal changé. Là, depuis quelques semaines, on voit qu'il y a une espèce de concours à quelle entreprise, quel État va le plus investir dans Bitcoin. Il y a presque une espèce de buzzword Bitcoin là depuis quelques semaines. Pour nous, c'est hallucinant parce qu'on vient d'une situation où le mot était carrément tabou. Mais là, j'ai vu Allianz qui investit dans MicroStrategy. Enfin, on voit quand même des signaux très importants en faveur de Bitcoin de la part d'entreprises et de la part d'institutions. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que nous, au Luxembourg, quand on parle de blockchain et de crypto, on parle de fonds tokenisés. Ce qui n'a rien à voir avec les cryptos, en tant que tel, en tant que Bitcoin, etc. Mais c'est vraiment le business case de Luxembourg, c'est de tokeniser des fonds d'investissement. Et on voit bien que la vitesse de transformation de ce secteur est assez corrélée à la transformation de tous les maillons de la chaîne de distribution d'un fonds d'investissement. On a eu là un premier use case avec Franklin Templeton qui a tokenisé le premier fonds UCITS luxembourgeois il y a à peu près 2 semaines.
Mais on voit bien qu'il y a un problème parce que Luxembourg, c'est aussi une place forte des fonds d'investissement alternatifs. Et pour tokeniser un fonds d'investissement alternatif, il y a tout un ensemble de maillons qui doit également être digitalisé. Et finalement, c'est bloquant. Tu peux avoir la technologie dans une partie, mais si le reste est encore très manuel, la plus-value qu'apporte la tokenisation, la blockchain, etc., est complètement annihilée, quoi. C'est bien pour ça que faire de la tokenisation avant de s'atteler à ne serait-ce que Bitcoin et la crypto, ouais, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que vouloir tokeniser, peu importe des actions d'entreprise ou que sais-je encore, tant qu'on sait pas ce qu'est l'Ether, ce qu'est Bitcoin, ce qu'est un portefeuille crypto, en fait, on essaye de faire quelque chose alors que les outils pour les implémenter ne sont même pas encore connus du grand public et de la plupart des entreprises. Donc pour moi, tant que les crypto-monnaies ne seront pas réellement adoptées, que ce soit par les institutions ou par les particuliers, ça sera très difficile d'aller développer en masse ce type d'usage de tokenisation à très large échelle. Donc il y a simplement des étapes. Juste pour l'audience, tu peux expliquer un peu plus pourquoi est-ce que tu penses que c'est d'abord Bitcoin et Ether qui méritent d'être compris avant de passer à la tokenisation? En fait, ce sont vraiment des infrastructures différentes. Et donc, quand tu vas sur ces infrastructures-là, tu utilises, je donne un exemple, des portefeuilles. Voilà, des portefeuilles, c'est pas la même technologie, c'est pas la même manière de faire qu'une infrastructure bancaire très classique. Et donc, il y a des questions d'interaction et d'expérience utilisateur qui changent. Et tant que ça, c'est pas vraiment amené pour les particuliers, pour les entreprises, c'est très compliqué. Alors, exemple tout bête, tu vois, nous on a fait des projets de tokenisation pour des clients, et puis ils ont découvert qu'en fait pour faire de la tokenisation, il fallait faire un smart contract, donc il fallait de l'Ether, donc il fallait acheter de la crypto-monnaie. Et en fait ils se sont dit, mais attendez, il faut acheter de la crypto-monnaie, mais qu'est-ce que c'est, mais comment on fait, mais comptablement, mais les risques, mais la technique, mais et donc en fait on arrive dans donc en fait pour simplement tokeniser un actif et pour faire ces process là, en fait il faut qu'ils entrent sur les infrastructures blockchain. Et donc, il faut qu'ils achètent des cryptos, quoi. Et ça, ils l'avaient pas compris. C'est intéressant. Et donc, tant que ils ont pas de crypto, on peut essayer de faire de la tokenisation, mais la marche à franchir, elle est énorme et elle est très très lourde. Et tu l'as même dit toi-même. Si je suis tout seul à faire ma tokenisation, alors je peux passer par un intermédiaire qui le fait pour moi, effectivement, et qui m'abstrait de toutes les difficultés financières, techniques, comptables, etc. Mais dans ce cas-là, l'intermédiaire pourrait le faire sans. Donc tout l'intérêt de la tokenisation, c'est si demain tout le monde a des cryptos, tout le monde est sur les mêmes infrastructures, tout le monde a les mêmes portefeuilles, là effectivement c'est vachement intéressant parce que y a un effet de seuil, on tokenise et on a tous je sais pas de l'or ou des actions dans notre portefeuille. Mais si c'est pas le cas, je veux dire on se complique la vie plus qu'autre chose. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes et un petit peu différentes. La première, c'est que la jetonisation, c'est un effet de réseau aussi, c'est-à-dire que comme tu le disais, si on est tout seul à tokeniser, en fait, ça sert à rien. Il faut que le marché l'ait accepté, il faut que des places de marché se soient équipées d'outils, etc. Et donc, il y a une vraie question d'effet de pool. C'est-à-dire que, en fait, factuellement, quand on analyse, ça ne fait pas sens de ne pas jetoniser quoi que ce soit, en fait. Tout devrait être jetonisé, puisque c'est plus efficace, c'est plus rapide, plus liquide, mondial, etc. Mais le problème, c'est que ça fait sens que si, quand il y a un vendeur, il y a un acheteur. Et donc si on a tokenisé son truc, mais qu'en face la personne dit ouais mais c'est trop compliqué, moi je reste sur ma bourse traditionnelle et j'ai pas besoin d'aller faire votre truc, en fait on est tout seul à avoir tokenisé son machin et ça sert à rien. Donc il y a un vrai effet de pool qu'il faut casser dans l'adoption. Sinon on n'arrivera pas à aller plus loin sur la jetonisation. Cet effet de pool il était difficile à casser parce que la plupart de ces acteurs attendaient qu'il y ait d'abord une réglementation pour être certain que quand on jetonise un titre financier, ils prennent bien les caractéristiques de l'actif sous-jacent et qu'on puisse bien nouer un contrat avec, qu'on puisse bien... Donc il y avait tout un enjeu réglementaire de pouvoir être certain que ce qu'on fait en fait a une forme de valeur juridique. Donc ça c'est la partie œuf et poule qu'il faut casser. Mais une fois qu'on a cassé, moi je vois pas... Voilà, dans 10-15 ans, je pense que tout sera tokenisé. Ça n'a pas de sens qu'on ne jetonise pas tout ça. Par contre, l'autre aspect qui est extrêmement important que mentionnait Claire, c'était le fait que il y a une vraie différence entre la situation actuelle de la finance dans laquelle chacun a son silo et ne se parle pas vraiment. Et ensuite, typiquement, dès qu'on veut faire une réconciliation bancaire,
entre plusieurs banques, ça prend des jours et des jours. Un virement international, ça prend des jours et des jours. Ce qui en fait est ubuesque à l'heure de l'informatique moderne. Quand on a Internet, on peut faire un appel visio à l'autre bout du monde en instantané. Mais par contre, un virement, c'est 5 jours ouvrés. Enfin, qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc qui cloche. En fait, c'est parce que tous ces silos-là ne se parlent pas. Et donc, quand on passe sur la jetonisation ou sur les cryptos de manière générale, comme l'a dit Claire, le gap mental, c'est qu'on va tous sur la même infrastructure. De la même façon qu'on va tous sur Internet. Il n'y a pas 36 Internet. Il y a pas chacun à son Internet. Il y a un Internet et on se plug tous dessus. Et donc là, si jamais Ethereum, par exemple, émerge comme infrastructure de référence pour tout ce qui est jetonisation, on va tous sur Ethereum. Donc il faut se connecter, donc il faut un wallet, donc il faut de l'Ether. Et donc tout ça, c'est ce que disait Claire. Pour revenir aux entreprises Web3, vos clients, est-ce que c'était plutôt des entreprises Web3, des entrepreneurs Web3, ou est-ce que c'était des grandes entreprises? Et comment est-ce que les entreprises Web3 font pour vivre dans un environnement qui vit au rythme des cycles de Bitcoin, en fait, avec 3 ans de bear, 2 ans de... C'est une très bonne question. En fait, il y a 2 questions dans ta question. Nous, nos clients, c'était en très grande majorité pas des entreprises Web3. C'était plutôt des grands groupes du CAC 40. Les entreprises Web3, en fait, elles avaient l'expertise Web3 en interne. Et donc, elles avaient beaucoup moins besoin d'une boîte de conseil. Ça nous est arrivé, bien sûr, hein, on a travaillé avec quelques startups, mais je dirais que 90% de notre chiffre d'affaires, c'était des grandes entreprises du CAC 40, c'était des banques, des entreprises de luxe, etc. Sur les boîtes du secteur crypto, effectivement, tu pointes une des grandes difficultés. Il y en a beaucoup qui, effectivement, ont pas des gros problèmes en bear market. Et d'ailleurs, on voit souvent des vagues de recrutement lors des cycles haussiers et des vagues de licenciements lors des moments de baisse. Ouais. Alors, celles qui sont là depuis longtemps ont appris à gérer ça, et donc elles essayent d'embaucher un peu moins, et voilà, elles s'adaptent au fait que il y a un moment où il y a beaucoup d'activités, mais on sait que potentiellement 2 ans après, il y en aura peut-être un peu moins, donc il faut pas non plus surinvestir, peut-être qu'il faut faire des réserves. Donc voilà, on s'adapte de cette manière-là. Pour nous, Blockchain Partner, comme nos clients c'est des grandes entreprises, on avait un peu moins ce sujet, puisque, alors effectivement, on était quand même sensible au cycle, puisque forcément, à un moment, quand les cours crachent ou quand, FTX tombe, forcément, il y a des projets qui s'arrêtent. On a des clients qui nous disent, oula, finalement, ça nous fait peur, donc ça, on va pas y aller. Donc, il y a un impact, mais il y a un impact en décalé et il y a un impact moins fort. Donc, nous, ce sujet de cycle, on l'a vécu, mais je dirais beaucoup moins que des plateformes d'échange, par exemple, qui existaient en France dans la crypto. Après, il y a quand même, il y a 2 type de façon de voir l'expertise blockchain partner. C'était effectivement l'expertise crypto au service de la finance traditionnelle. Et puis après, quand l'écosystème se met à maturer, à créer des entreprises, c'est des gens qui ont besoin d'encadrement réglementaire, qui ont besoin de comptabilité, qui ont besoin de commissaire aux comptes, qui ont besoin d'expertise comptable, on l'a dit, de fiscalité, donc tous ces services-là, pour le coup, sur lesquels nous, on venait jouer le rôle d'huile dans le moteur pour faire communiquer des gens dont c'est pas la profession de connaître la crypto, mais qui ont une expertise qui est nécessaire pour des boîtes qui sont en train de se développer et qui commencent à devoir se structurer. Et justement, ces boîtes-là, qui, elles, ont besoin de l'expertise, mais en fait, on en a marre de parler à des gens qui comprennent pas leur métier. Parce que réexpliquer 8 fois effectivement ce que c'est que de l'Ether, ce que c'est qu'un smart contract, etc., ça peut devenir embêtant quand on essaye de comprendre où est-ce que ça doit aller dans sa comptabilité. Donc nous, on jouait le rôle d'huile dans le moteur aussi pour dire, nous, en fait, on est une boîte qui a ces expertises-là historiquement, mais en plus, on a une équipe qui permet de faire en sorte que ces gens-là avec qui vous allez parler vont vous comprendre. Et donc, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, il y avait aussi dans notre portefeuille de clients des boîtes du Web3, comme on disait tout à l'heure, des cryptos, mais qui venaient pas, effectivement, comme disait Claire, ils venaient pas chercher de l'expertise crypto. Ils l'ont déjà. Eux, ce qu'ils venaient chercher, c'est des gens qui ont une expertise tierce, mais qui comprennent ce qu'ils racontent. Mais du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'accompagnement Web3 au sein de sociétés de conseil crypto ou au sein de branches conseils dans des Big Four comme KPMG? Est-ce que ce serait plus est-ce que vous voyez le gros du travail dans l'accompagnement des directions, ou est-ce que vous le voyez plus dans la captation des demandes lambda venant d'un écosystème Web3 en développement? Oui, alors je pense que nous, il y avait une situation un peu particulière qui était liée au fait on était très pionniers en fait sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu du business pendant 5-6 ans. C'est parce que toutes les autres boîtes de conseil n'avaient pas réussi à se mettre à jour sur ces technos. Et finalement, nous, on était beaucoup plus à jour et on arrivait à accompagner des clients sur des sujets très innovants. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour des très grandes boîtes de conseil
comme les Big Four, mais je pense à toutes les autres boîtes de conseil aussi, d'aller développer une expertise de pointe là-dessus. En revanche, elles vont permettre d'accompagner beaucoup plus dans la durée. Je sais pas, par exemple, imaginons que je sois une banque qui veut développer une offre crypto. En fait, je pense que ce qui est important pour ces cabinets-là, c'est que le sujet crypto infuse dans tout le cabinet et que l'ensemble des professions soient suffisamment compétentes pour accompagner les clients sans que les clients aient l'impression que l'interlocuteur en face comprend rien. Il faut que tout le monde soit au bon niveau pour accompagner des boîtes crypto comme des boîtes du CAC 40 sur ces sujets-là. Moi, je pense qu'il faut aussi faire une grosse distinction entre l'Europe et le reste, parce que ce qui se passe en Europe conditionne un petit peu, voire beaucoup, ce qu'un cabinet comme KPMG est capable de proposer, voire est incité à proposer. Pour le dire plus clairement, quand on est aux États-Unis et que on a des entreprises comme Coinbase, Kraken & Co, qui sont des gens qui ont 150 millions de clients, c'est-à-dire plus que n'importe quelle banque européenne, forcément, ça devient un client important, peut-être au même titre qu'une banque, parce que ces gens-là ont besoin de commissariat aux comptes, ils ont besoin d'expertise comptable, ils ont besoin de fiscalité, ils ont besoin d'encadrement réglementaire, etc., etc. Et donc, en fait, on peut développer un business sur la base de l'écosystème crypto, qui lui-même est une industrie qui, on reparlait des États-Unis dans le premier épisode, mais a été parmi les plus grands financeurs de la campagne américaine, tellement maintenant c'est une industrie qui est devenue importante et génère de l'argent. Malheureusement, en Europe, c'est beaucoup moins le cas, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a toujours ce tropisme européen à vouloir réguler avant de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est formidable, on a une régulation, il n'y a pas de boîte, puisqu'elles ont... On régule d'abord, voilà, on innove ensuite c'est des innovations. Donc, la plupart sont mortes, en fait, les boîtes, parce qu'elles ne peuvent pas tenir. En fait, quand on est deux dans un garage, on peut pas sortir 500 000 balles ou 1 million d'euros pour aller chercher une licence ou opérer dans un marché qui est nouveau. Quand on est KPMG en France, en fait, la question devient presque mécaniquement et obligatoirement comment je fais de l'accompagnement réglementaire pour les banques. Parce que les banques, elles, évidemment, elles vont y aller, puisque maintenant il y a un encadrement réglementaire qui s'appelle MiCA en Europe, et donc elles doivent se poser la question de comment je m'ajuste, comment je me conforme à ce nouveau règlement, comment je fais de la lutte anti-blanchiment sur les flux crypto, et tout ça, KPMG peut le faire, mais ça va évoluer très probablement vers une partie substantielle d'encadrement qui sera sur de la conformité, de la cybersécurité, aller chercher des licences, ce genre de trucs pour des entreprises qui ne sont pas des entreprises crypto, qui sont des entreprises traditionnelles ou financières. Donc comme je le disais, la réflexion se pose pas du tout de la même façon de l'autre côté de l'Atlantique par exemple, où il y a évidemment un accompagnement à proposer pour des acteurs financiers traditionnels, mais ils ont en plus de ça, voilà, je sais pas, on est au Texas, ils doivent probablement accompagner des mineurs qui sont cotés en bourse et qui ont plusieurs gigawatts de fermes de minage à gérer. Ça va sans dire qu'en France, nous n'avons pas ça. Vous voyez une progression de de sociétés de conseil dans le Web3? Vous voyez une évolution de cet écosystème ou finalement ça reste conscrit à quelques acteurs hyper spécialisés? Alors, de sociétés de conseil spécialisées, il y en a quelques-unes qui ont notamment émergé quand nous on s'est revendu. Je pense que ça a laissé la place pour d'autres boîtes. Je pense aussi qu'il y a plein de cabinets qui petit à petit ont construit leurs expertises en interne. Alors c'est vrai qu'en 2015-2016, moi je me souviens, on avait parfois des rendez-vous avec des très gros cabinets de la place, et moi ça me faisait rire parce qu'ils avaient juste mis un stagiaire sur le sujet, quoi. Donc notre interlocuteur, c'était un stagiaire qui était chargé de faire de la veille sur le sujet blockchain crypto. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, ils ont des équipes, ils ont souvent un partenaire ou une partenaire qui a pris en charge ce sujet-là. Donc ça a quand même beaucoup progressé dans les gros cabinets. Il y a quelques plus petits cabinets indépendants qui continuent à proposer des services en essayant de se démarquer, en étant plus à jour, en ayant une expertise technique plus pointue. Je vois pas de gros changements par rapport à quand on était là, si ce n'est que les sujets sont pas exactement les mêmes et qu'on parle un peu plus de crypto, un peu plus de Bitcoin, que c'est moins l'industrie de la mode qui s'en occupe et c'est plus les banques désormais. Mais sinon sur les acteurs, c'est globalement les mêmes. Ouais, c'est intéressant. Nous, on le voit au Luxembourg, on a par exemple, même entre les Big Four, on a des choix qui sont faits où par exemple certains Big Four vont choisir de mettre en place une personne qui va être en charge de toutes les questions. Donc c'est assez intéressant de voir un peu les différences de structuration de département. On voit bien que le conseil crypto Web3 n'a pas encore, je pense, c'est mon avis, mais n'a pas encore vécu son âge d'or, quoi. Alors c'est sûr qu'il est moins développé et mainstream que le conseil SAP par exemple. On est bien d'accord. Attends, nous ça fait 9 ans qu'on est là-dedans, donc forcément
On trouve que c'est déjà qu'il y a déjà une évolution énorme en 9 ans. Une croissance qui est incroyable. Et qu'aujourd'hui, ça nous semble beaucoup plus répandu qu'à l'époque. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est encore vu comme un sujet un peu sulfureux. Et donc, dans des cabinets, on va dire, qui ont une histoire, qui sont là depuis très longtemps, il y a encore cette espèce de doute sur le fait où finalement ils se demandent est-ce que c'est pas un effet de mode tout ça, est-ce que vraiment on va y dédier beaucoup de ressources, est-ce que c'est pas juste un truc de jeunes dans leur chambre qui achètent des mêmes coins, et donc ça se résoudra uniquement par le marché et par des preuves que ça génère un chiffre d'affaires récurrent, important. Après, difficile de croire le contraire, hein, quand on voit l'explosion des mêmes coins. C'est difficile de... Il y a la même chose en bourse avec GameStop. Bon, ça va pas empêcher de... Et donc, voilà, nous on essayait de leur dire, mais attendez, c'est pas juste un sujet parce que votre enfant achète des cryptos. C'est un sujet parce que là, il y a un marché, parce qu'il y a telle banque qui veut faire ça, parce qu'il y a du chiffre d'affaires et parce que c'est important et que si vous positionnez pas dessus, il y a des concurrents qui vont y aller et vous allez louper un marché, quoi. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et au plaisir de vous revoir assez rapidement. Hein. Vu l'évolution du secteur, je pense que ce n'est que partie remise. Avec Merci pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, KPMG a un réseau mondial. On peut vous aider sur tous les aspects de votre projet dans n'importe quel pays du monde. Nos équipes Digital Assets sont composées d'experts en audit, advisory, management consulting, tax, structuring. On peut vous aider absolument sur tous les aspects. KPMG.lu, n'hésitez pas à nous contacter.